Le scandale du Frioul secoue l'Italie. La démocratie chrétienne est impliquée, un haut fonctionnaire démissionne. Jacques Chirac au congrès des maires RPR, si la gauche gagne les élections, ce sera l'anarchie. Ouverture ce matin de la 42e fête de l'humanité. Georges Marchais répond en direct aux questions de Noël Copin. Édouard Guirec en France lundi, ce soir portrait de la jeunesse polonaise. Rugby à Twickenham, les Lions battent Barbarians après un match somptueux. Bonsoir. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité de ce samedi, un coup d'œil sur la météo, car c'est évidemment la très bonne nouvelle du week-end. Je reconnais qu'il faisait un petit peu frisquet ce matin, 4 à 6 degrés au lever du jour, mais bien vite le baromètre y a mis du sien pour atteindre vers 14 heures cet après-midi 17 à 25 degrés. Température très acceptable, quoi. Demain, soupir de soulagement, tout recommence, matinée fraîche, mais après, temps ensoleillé sur la quasi-totalité du pays. Dans la soirée, pour les rentrées du week-end, il y aura quand même quelques petits nuages au nord de la Loire et de la pluie près de la Manche et de la mer du Nord. Et puis à propos de la Manche, en 2 mots, il faut que je vous parle d'une petite histoire qui est arrivée à un chalutier français de Saint-Vaast-la-Hougue, près de Cherbourg, aujourd'hui. Il a été abandonné en fin de matinée par son équipage, à une quinzaine de milles des côtes anglaises. La raison, un trou dans la coque. Mais c'est l'explication qui est peu banale. Il semblerait que ce chalutier a été heurté par un sous-marin qui essayait de remonter à la surface après une plongée. Un incident digne de Jules Verne. Les Anglais ont ouvert une enquête pour savoir si ce sous-marin cogneur n'était pas britannique. Fini pour les petites histoires, retour maintenant au grand titre de l'actualité, avec tout d'abord ce que l'on pourrait appeler le scandale des scandales en Italie. Comprenez-moi bien. Il est déjà choquant pour une entreprise, Lockheed, pour ne pas la citer, de graisser la patte à certains hommes politiques au Japon, en Hollande, aux États-Unis ou ailleurs, pour mieux vendre des avions. Mais lorsqu'il s'agit de verser des pots de vin pour mieux exploiter les sinistrés, victimes d'un tremblement de terre, là c'est profondément scandaleux. Et c'est pourtant ce qui se passe dans le Frioul, cette région d'Italie touchée il y a 1 an et demi par un séisme. Petit à petit, le scandale a éclaté et remue l'Italie. Avant-hier, le responsable de la reconstruction du Frioul, sous-secrétaire d'État à l'intérieur, et qui allait devenir chef des services secrets, a dû démissionner. Vous voyez que l'affaire va vraiment très loin. Mai 1976, la terre tremble dans le Frioul. On compte 982 morts. Il y a 80 000 sinistrés qu'il faudra bien reloger en attendant que les maisons soient reconstruites. Dans un premier temps, les sinistrés habitent dans des tentes, dans des roulottes et même dans des étables. Et puis arrivent les préfabriqués. Il faut près de 20 000 maisons préfabriquées pour reloger tout le monde. C'est un marché fabuleux, une occasion inespérée pour certains individus qui n'hésiteront pas à tirer profit du malheur des sinistrés. Le scandale éclate. Le bras droit du commissaire spécial du gouvernement pour la région du Frioul recevait des pots de vin d'une entreprise de maisons préfabriquées. Le maire démocrate chrétien de Maiano a touché 90 000 francs. Dès les premières livraisons, le conseil municipal a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par exemple, les bulletins de livraison n'étaient pas rédigés correctement. Les factures étaient curieuses. Elles n'avaient pas l'air commerciales. Il y a eu les premières réclamations et puis on a alerté le commissaire du gouvernement pour la région du Frioul parce que le commissaire nous avait autorisé à passer commande à cette entreprise. Personne ne suspectait le maire. C'était impensable. Ça a été une surprise énorme, d'autant que le maire approuvait les réclamations. Si au moins les maisons préfabriquées étaient de bonne qualité, mais non. Et voilà un autre scandale. Une société canadienne a vendu 1 millier de préfabriqués à un prix supérieur d'environ 30% à ceux pratiqués en Italie. Qui a jugé utile de passer commande au Canada? Dans quelles conditions? Ces containers canadiens, comme on les appelle ici, sont dans un état déplorable. Comment a-t-on accepté d'y loger des sinistrés? Regardez, tout a dû être colmaté. Ça tenait pas. J'ai dû colmater avec du mastic. Sans ça, il y a l'eau qui entrait. Apporte-moi les tuyaux pour montrer comment ils sont tous tordus. Tenez, inutilisable, j'ai dû tout changer. De même qu'une secousse sismique en amène une autre, les scandales apparaissent au grand jour les uns après les autres.
quelques 60 entreprises de construction du Frioul se sont regroupées dans une sorte de trust qui imposait des tarifs très élevés aux communes sinistrées. Sous prétexte qu'il fallait maintenir l'activité des entreprises de la région, on a refusé les offres de services qui provenaient des autres régions d'Italie et qui auraient coûté 2 fois moins cher. Si au moins le travail avait été bien fait. Ho sempre domandato, né case né palazzi, ma l'acqua in casa non la voglio. Moi, je ne demande pas un palais, mais je ne veux pas d'eau dans ma maison, c'est tout. Quand il pleut, il y a de l'eau sous le lit. Il faut une barque pour entrer dans cette maison. On nous a dit qu'il faudra rester 5 ans dans ces maisons. Ma poi dicono che ci accidevano, vedremo cosa faranno. Ma andiamo verso l'inverno adesso, verso il freddo. On va vers l'hiver maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire en hiver quand il va neiger? Les deux faits politiques du week-end en France maintenant. La fête de l'humanité, discours attendu demain de Georges Marchais, qui dès ce soir, en direct dans notre journal, dans quelques minutes, va sans doute nous faire des confidences. Et puis, deuxième rassemblement, celui des maires RPR de France. Ils étaient 5000 réunis pour un premier congrès à Paris aujourd'hui. À retenir 3 interventions, celle de M. Poher, le président du Sénat, qui a critiqué le questionnaire adressé aux maires par le gouvernement, questionnaire établi à partir du rapport Guichard. Monsieur Monod, le secrétaire général du RPR, a indiqué que la France fera sa réforme profonde par un renouveau ou un renforcement de l'autonomie communale. Et puis enfin, en clôture, discours de Jacques Chirac, le maire de Paris, qui s'adressait donc à ses confrères de province. Le phénomène aristocratique n'épargne ni la droite ni la gauche, a expliqué Jacques Chirac, critiquant les technocrates qui ignorent la volonté populaire. Le président du RPR n'a pas épargné non plus des comportements antidémocratiques des gouvernements successifs de la Ve République. Attaque aussi contre les partis de gauche. On se demande par quelle aberration 2 grands partis politiques qui se disent responsables, qui se prétendent de gauche, peuvent afficher en toute occasion, ou presque, leur connivence avec les violations systématiques de la loi, les appels à l'indiscipline, la libération des instincts antisociaux, les saccages du patrimoine collectif, les divagations marginales, les folles offensives contre l'unité de la nation. On se demande comment ils aspirent à gouverner après avoir préparé les conditions d'une anarchie qui ajouterait à tous les aléas de leur entreprise une difficulté supplémentaire dont ils n'ont vraiment pas besoin. Parmi les 5000 maires RPR réunis au Palais des Congrès aujourd'hui et qui écoutaient Jacques Chirac, Jean-Pierre Cassabel, le maire de Castelnaudary. Il vit et il travaille à 700 km de la vie politique parisienne. Pierre-Marie Thiaville lui a demandé comment peut-on être à la fois militant gaulliste et maire d'une petite ville tranquille du sud-ouest. Castelnaudary, chef-lieu de canton du département de l'Aude, 12 000 habitants. Son cassoulet renommé, sa collégiale du 14e, son régiment de légion récemment installé. Son maire, Jean-Pierre Cassabel, 39 ans, militant gaulliste depuis 58, secrétaire départemental et membre du comité central du RPR. Député en 68, il a été battu en 73. Mais sa mairie, il la tient bien. En plein pays d'opposition, 27 conseillers sur 27 au premier tour en mars dernier. Alors on en vient à se demander si ici la politique et les étiquettes veulent encore dire quelque chose dans la vie municipale. Dans une ville de cette importance, est-ce qu'on n'est pas très éloigné de la politique politicienne, celle des états-majors parisiens? Oui, je vous répondrai, Dieu soit loué, assurément. Nous en sommes loin et ça permet de vivre. Un groupe scolaire de 15 classes, un CET, une résidence pour personnes âgées qui est très vaste, qui est un véritable village dans la ville, et puis un ensemble sportif avec des tennis, des piscines. En fin de compte, vous bâtissez beaucoup, mais qu'est-ce que vous faites de plus ou de moins qu'un maire socialiste ou qu'un maire communiste? Tout cela, c'est un travail nécessaire, mais qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec la politique. Oui, mais alors, écoutez, je crois qu'il faut trouver une phrase beaucoup plus simple, et sans tomber dans la polémique. Vous avez ici la démonstration d'une politique ambitieuse qui s'est exprimée par l'ambition de cette politique et qui s'est concrétisée sur le terrain. Je ne sais pas si un maire socialiste ou communiste fait plus ou moins. Dans la ville, il y a ceux qui travaillent et puis il y a les autres. J'ai 2 visages. Je suis le maire de cette ville et je suis très engagé personnellement, je ne l'ai jamais caché, sur le plan politique. Mais je crois, et on le reconnaît, que j'ai
démythifier et démystifier la fonction municipale, et que lorsque j'arrive ici, je laisse la casquette politique au vestiaire. Ici, nous sommes non pas dans le bureau du membre du comité central du RPR, mais dans le bureau du maire de Castelnaudary. Absolument, vous êtes dans Et le il y a un bureau. portrait de Jacques Chirac derrière vous. Est-ce que ça veut dire qu'il y a tout de même un peu de politique dans votre activité de maire? Oui, le bureau du maire est un bureau privé. Il y a un portrait de Jacques Chirac parce que c'est mon droit d'avoir le portrait de Jacques Chirac. Je connais des maires socialistes qui ont le portrait de M. François Mitterrand, mais je n'ai jamais dit à un de mes administrés, regardez bien le portrait de Jacques Chirac, et selon que vous le regarderez avec un œil bienveillant ou pas, vous n'aurez ou vous n'aurez pas. Le maire est dépolitisé ici. Lorsqu'il rentre dans la mairie, je vous l'ai dit, je tiens à maintenir cette image de marque. Être le maire de tous et le militant d'un seul parti, c'est cela aussi la difficulté d'être maire. La fête de l'UMA, depuis ce matin à la Courneuve, c'est la 42e fête organisée par l'Humanité, le quotidien communiste. Elle a été placée sous le signe des régions de France, avec des stands montrant ce qui se fait aux quatre coins du pays, dans le domaine culturel, artistique, social, économique, politique et gastronomique aussi. À la fête de l'Humanité, les militants communistes essaient de concilier les débats sérieux sur les problèmes du jour, avec les chansons et avec les casse-croûtes. Depuis plusieurs milliers de personnes, depuis ce matin, sont déjà allées à la Courneuve. Parmi elles, il y avait la caméra de Jacques Douai et Philippe Arroir. C'est votre insigne. Une grande première à la fête de l'Humanité. Police et Nation. Eh bien, on est arrivé au hasard, on a acheté le programme, on va casser la croûte, et puis après on verra, au hasard d'inspiration, des annonces, et puis de ce que je vais dire dans le programme. C'est la première fois. C'est la première fois. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Moi, personnellement, tout, l'ambiance de la fête, d'autre part le fait que c'est une fête politique, le sens de cette fête, c'est-à-dire un combat pour des changements réels, ça c'est quelque chose de très important. Et les débats politiques, bien entendu. C'est surtout au point de vue politique que ça m'intéresse. Vous allez assister à des débats? Oui, à 3h, là il y a un débat sur les femmes. Chômage, la jeunesse accuse. De 16h à 17h, Henri Krasny. Et puis ils ont tout misé sur le pétrole. Et maintenant ils découvrent que l'énergie nucléaire marche. Alors maintenant ils commencent à tout miser sur l'énergie nucléaire. Mais sans voir l'énergie solaire, sans prendre tout l'ensemble. Sans miser tout, en essayant. Le principe du profit immédiat, c'est ça. L'énergie nucléaire ça rapporte, ben on construit des centrales. On s'en fout de la sécurité des gens. Donc pour la fête de l'Humanité qui continue demain à la Courneuve avec vers 16h le discours de Georges Marchais. Mais dès ce soir, le secrétaire général du Parti communiste répond en direct aux questions de Noël Copin. Noël Copin, vous êtes avec nous. Monsieur Marchais, dans 4 jours, le sommet de la gauche. Ce sera court ou ce sera long? Ça dépend de nos partenaires. Nous allons à la négociation avec la volonté d'aboutir à un bon programme commun de la gauche. Comme je l'ai déjà dit publiquement à plusieurs reprises et lors de la dernière émission à laquelle j'ai participé à Antenne 2. Vous avez ce soir-là parlé même d'un compromis. Or, M. Mitterrand lui a prononcé un certain nombre de noms. Est-ce que vous allez à ce sommet avec l'intention de prononcer des noms ou si vous ouvrez largement la négociation sur le compromis? Justement, c'est ce qui nous différencie de l'attitude de François Mitterrand. Lui, il a dit une fois oui. D'ailleurs, c'était pas un oui, c'était un non, puisque c'était le SMIC qu'il est... Un oui, mais... Non, attendez, vous énervez pas. Parce que il s'agissait du SMIC. Alors, par conséquent, il y a toujours le désaccord sur le SMIC. Il a donc dit non sur le SMIC. Il a dit non sur les nationalisations. Il a dit non sur les problèmes touchant à la défense nationale. Par conséquent, quand on dit non, non et non, alors ça veut dire que pourquoi négocier? Nous avons un autre langage.
Nous nous disons, voilà nos positions dans toutes ces questions, voilà nos propositions, et nous allons à la discussion, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, avec la volonté d'aboutir à un accord qui corresponde aux intérêts des travailleurs et des masses populaires. À quoi direz-vous non? Jusqu'à quel seuil irez-vous? Ben, ça, c'est... il est trop tôt pour répondre à cette question. Nous ne pouvons pas dire ce soir si nous parviendrons à un accord. Il faut d'abord que la discussion s'engage. Je vous rappelle d'ailleurs que le communiqué commun qui avait été publié par les 15 à l'issue de la discussion en juillet dernier prévoyait une reprise de la discussion qui n'a pas eu lieu puisque le Parti socialiste s'y est opposé, si bien que nous allons directement au sommet sans qu'il y ait eu discussion pour essayer de surmonter les divergences. Monsieur Marchais, envisagez-vous la possibilité que cela se termine par un constat de divergence? Je ne peux pas ce soir... tout est possible. Tout dépend, je répète, de l'état d'esprit dans lequel nos partenaires vont se présenter à la discussion. Nous y allons sur une base très claire. Le programme commun de 72 avait besoin d'être actualisé. Des progrès ont déjà été réalisés dans cette voie, mais il reste beaucoup à faire, et sur des questions essentielles, puisque ce sont des questions qui touchent à la vie des travailleurs, à leur niveau de vie, à leurs conditions de travail, à la démocratie, à l'épanouissement de la démocratie, notamment dans l'entreprise, et à l'indépendance et la défense de la nation. Par conséquent, sur ces questions-là qui sont si importantes pour l'avenir, pour le succès de l'entreprise que la gauche veut commencer avec son programme commun, il faut des engagements clairs et précis. Monsieur Marchais, on a parfois l'impression à la lecture de l'Humanité que finalement pour les communistes, M. Mitterrand et M. Raymond Barre, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vous êtes bourré de mauvaises impressions. Vous voyez tout à l'heure... il y a eu quand même des phrases dans l'Humanité disant qu'il n'y avait pas de changement fondamental de politique entre les deux si on écoutait les propositions des socialistes. J'entendais tout à l'heure le présentateur, là. Il est dans son bureau, là-bas. J'aurais bien l'avoir comme percepteur parce que je ne paierais pas beaucoup d'impôts. Il voit les choses en baisse. Il dit il y a quelques milliers de gens à la fête de l'Humanité. Moi, j'aurais dit il y a des centaines de milliers de personnes. Vous voyez, il ne voit pas bien les choses. Vous non plus, oui, vous ne les voyez pas bien. Parce que je vous mets au défi de trouver dans l'Humanité une phrase qui mettait sur le même plan François Mitterrand et Raymond Barre. Ce que nous disons, nous, c'est que dans l'état actuel des propositions du Parti socialiste, et s'il ne changeait pas de position, il y aurait le risque de voir la gauche aller au pouvoir pour gérer la crise. Autrement dit, il y aurait le risque qu'après avoir remporté une victoire en 1978, les choses continuent comme avant. On aurait changé d'homme, mais on n'aurait pas changé de politique. Voilà pourquoi, nous les communistes, nous disons, il faut bien actualiser le programme commun pour que le changement d'homme corresponde à un changement de politique et pour aller dans le sens du progrès social, de la démocratie, de l'indépendance nationale. Vous me permettez de citer encore une fois l'Humanité. Il y a quelques jours, il y avait C'est une bonne référence, l'Humanité. Il y avait un gros titre, La vérité dans la rue. Et si la gauche arrive au pouvoir et si le Parti communiste, le Parti socialiste et les radicaux de gauche gouvernent ensemble, serez-vous tenté aussi de temps en temps de faire descendre la vérité dans la rue pour faire pression sur le gouvernement, dans cette hypothèse à direction socialiste? Mais vous êtes contre, Noël Copin, la vérité dans la rue? Je vous pose... contre la vérité dans la rue. Pour une fois, c'est moi qui vous interroge. Vous êtes pour ou contre? Je ne suis pas contre la vérité dans la rue, mais la vérité aussi, la vérité politique, s'exprime dans les institutions, au Parlement, au gouvernement. Êtes-vous pour ou contre la vérité dans la rue? Je suis pour la vérité dans la rue, mais je suis également pour la vérité dans les autres instances de discussion. Qu'est-ce que c'est la vérité dans la rue et pas seulement dans la rue? La vérité... Attendez, parce qu'il n'y a que vous qui parlez. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est la vérité dans la rue? La vérité dans la rue, c'est dire à notre peuple que nous considérons, nous, comme un peuple majeur, un peuple adulte, c'est lui dire la vérité.
et l'appeler, n'est-ce pas, à décider lui-même. Voilà ce que nous faisons, et à intervenir dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation. On ne peut pas faire une bonne politique contre le peuple, on ne peut faire une bonne politique qu'avec le peuple, avec sa participation active et consciente. Voilà pourquoi nous, dans la perspective du sommet, nous avons informé les Françaises et les Français de la réalité de la négociation à l'étape où elle se trouve située aujourd'hui. Voilà, c'est ça vous appelez ça la démocratie dans la rue, c'est pas une mauvaise formule, elle est incomplète, il faut dire dans la rue, dans les entreprises, dans la cité, la démocratie partout. Et surtout la vérité. Les gens, ils en ont assez des hommes providentiels, du parti providentiel, des décisions prises dans le secret des cabinets et des états-majors. Les Françaises et les Français, c'est ça la grande chose nouvelle, la grande aspiration qui monte, et d'ailleurs on le ressent dans cette fête de l'humanité. Les hommes et les femmes de ce pays ne veulent plus être des pions sur un échiquier qu'on bouge à sa guise, dans l'intérêt de quelques grands monopoles. Ils veulent participer réellement à la vie dans tous les domaines. C'est ça, la démocratie telle que nous, les communistes, nous la concevons aujourd'hui. Que vous me disiez que c'est un changement par rapport au passé, c'est vrai. Mais je vous ai déjà dit que le Parti communiste avait changé et qu'il changerait encore. Je vous remercie, Monsieur Marchais. Oui, merci, Monsieur Georges Marchais. Merci, Noël Copin. En politique, encore aujourd'hui, réunion ce matin à Paris du Conseil politique du CDS de Jean Le Canuet. Ce conseil a approuvé le manifeste de la majorité. Jean Le Canuet, pour sa part, a expliqué qu'il ne fallait pas créer de front dirigé contre le RPR. Réponse évidente à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Monsieur Jean Le Canuet sera notre invité demain soir dans le journal de 20h sur Antenne 2. Pour sa part, Monsieur Michel Dornano a déclaré aujourd'hui sur RTL qu'il serait bon que le problème de la peine de mort fasse l'objet d'un débat au Parlement. À partir du moment où la loi est ce qu'elle est, a dit le ministre de la Culture, cette loi doit être appliquée. Fin de citation. Et la loi a été appliquée ce matin à la prison des Baumettes à Marseille. Hamida Djandoubi, 28 ans, originaire de Tunisie, a été guillotiné. Il avait été condamné à mort en février dernier pour l'assassinat d'une jeune fille commis avec torture et actes de barbarie, ainsi que pour le viol d'une adolescente de 15 ans. Maître Pollack, qui a assisté à l'exécution de son client, pense que c'est la dernière exécution capitale. Au moment du procès, les experts psychiatres qui avaient examiné le condamné avaient dit qu'il représentait un colossal danger social. Arrivé lundi à Paris pour une visite officielle de M. Édouard Guirec, le numéro 1 polonais. Nous vous reparlerons demain, après-demain, encore et dans les jours qui suivent de l'importance de cette visite pour les rapports franco-polonais. Dès ce soir, je vous propose de suivre le reportage de Philippe Rochaud et de Bernard Puissesseau sur l'un des problèmes essentiels de la Pologne d'aujourd'hui, les jeunes. La Pologne est aujourd'hui le pays le plus jeune d'Europe. Le tiers de la population a moins de 18 ans et les moins de 30 ans sont la majorité. Ces jeunes, la presse polonaise les appelle nos héros. L'État socialiste a misé sur eux pour bâtir ce qu'on appelle une deuxième Pologne, car l'an prochain, le pays aura retrouvé le même chiffre de population qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, 34 millions d'habitants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? W przyszłości chciałabym zostać panią doktor. A ty? Śpiewaczką. A ty? Comme tous les enfants d'Europe, ils veulent être médecins, acteurs, ingénieurs, archéologues, mais dans un pays où l'emploi est planifié, ils n'auront pas toujours le choix. Ils savent aussi que plus tard, avant l'université, ils devront, comme leurs aînés, passer leurs vacances dans ces camps de travail. Dzień dobry Wam wszystkim, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. W poniedziałek, 22 sierpnia, jest godzina już 6, więc wszystkie śpiochy wstawać do pracy. Przesyłamy im piosenkę. Nous sommes dans un camp de travail pour étudiants à quelques kilomètres de la frontière soviétique. Ils ont tous 20 ans, ils ont terminé leurs études secondaires au printemps dernier et préparent l'université. Dans ce camp, ils sont plus de 500, garçons et filles, divisés en 3 brigades, agriculture, industrie, bâtiment. Ils reçoivent le salaire moyen d'un ouvrier, 4000 zloty, 300 francs par mois.
Ici, les étudiants ont pour mission d'aider les paysans à sauver le grain après les inondations catastrophiques qui ont frappé le sud-est de la Pologne. Mais au-delà du service obligatoire à l'État, ces camps de travail sont souvent pour eux la clé d'un futur emploi. Ça n'est pas toujours facile de trouver du travail, ça dépend des facultés. Pour ma part, je veux être ingénieur agricole et je n'aurai pas de problème car mon pays et la région où j'habite ont besoin d'ingénieurs qualifiés. Wydziału Mechanizacji Rolnictwa też bardzo łatwo moim zdaniem można znaleźć pracę. Aujourd'hui, la jeunesse polonaise vit au rythme de Bob Dylan et rêve de dollars pour voyager à l'étranger. Mais elle voudrait aussi choisir librement son métier, même si la planification de l'emploi a pratiquement supprimé le chômage des jeunes. On ne peut pas dire qu'il y a un chômage parce que finalement tout le monde qui finit les études, tous les gens qui finissent leurs études, ils trouvent un emploi. Mais parfois on a des problèmes, les jeunes qui finissent par exemple la faculté des lettres ou bien les facultés qui sont très à la mode, ils peuvent avoir des problèmes. À quoi rêve la jeunesse polonaise en moyenne? À quoi rêve? Enfin, avoir un appartement. Et c'est facile? Non, non, c'est pas facile. Maintenant, c'est un grand problème en Pologne, surtout pour les jeunes. Trouver un logement est le problème numéro 1 des jeunes mariés qu'unit chaque jour Monsieur le maire au Palais des mariages de Varsovie. En Pologne, l'amour naît sans doute plus vite que les HLM et l'État ne parvient pas à donner ce qu'il promet, un appartement par famille, une pièce par personne. On a promis un appartement à ce jeune couple, mais l'immeuble est encore en construction et en attendant, ils devront vivre chez leurs parents. Et combien voulez-vous avoir d'enfants? Ile dzieci chcecie mieć? Dwoje. Deux. Dans l'affaire Schleyer, le patron des patrons ouest-allemands enlevé il y a 5 jours, le dialogue n'a toujours pas repris entre les ravisseurs et le gouvernement fédéral. Le téléphone de Maître Payot, choisi comme médiateur possible, n'a pas sonné aujourd'hui. Les ravisseurs sont restés muets. Pendant ce temps, une cérémonie funèbre s'est déroulée ce matin à la Diète de Stuttgart, à la mémoire des 3 policiers abattus à Cologne par les terroristes. Présents à cette cérémonie, de nombreux représentants du monde politique ouest-allemand, dont M. Friedrich, le ministre de l'économie démissionnaire, ainsi que Mme Schleyer. La presse allemande a relaté cette cérémonie aujourd'hui. Elle s'étonne aussi des commentaires faits à l'étranger sur cet événement. L'Italie est visée, la France aussi. En particulier, certains commentateurs allemands nous reprochent, nous, journal d'Antenne 2, d'avoir diffusé une interview de Maître Croissant, l'avocat de la bande Abadère. Je crois qu'il faut rappeler à ce propos que nous avons bien expliqué au moment de la diffusion de cette interview pourquoi nous le faisions, en n'hésitant pas d'ailleurs à prendre nos distances vis-à-vis de des prises de position de Maître Croissant. Un reportage de Michel Meyer a complété l'explication de cette affaire. Et enfin, il y a eu votre commentaire, Alfred Grosser, un commentaire long et sévère vis-à-vis de Maître Croissant. Alors, Alfred Grosser, comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui la susceptibilité soudaine de nos confrères ouest-allemands? Elle n'est pas soudaine. Il y a une première chose, c'est que la télévision allemande a eu diffusion uniquement de l'interview Croissant sans le reste de l'émission, et il y a eu l'impression qu'il y avait une propagande à Antenne 2 en faveur de Maître Croissant. Mais ça tombe sur une susceptibilité plus profonde. Après tout ce que la presse française a écrit au cours de l'été, on se sent profondément incompris en Allemagne et on a l'impression que la presse française n'est pas solidaire de Baader-Meinhof, mais en tout cas est très neutre dans ce qui se passe. Or, la presse française est en train de changer beaucoup. Mais ils parlent souvent en Allemagne de grande liberté de la presse. Ils n'hésitent pas, chez eux d'ailleurs, à dénoncer certains scandales. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous... Disons que la télévision française a la réputation en Allemagne et à l'étranger de ne pas être entièrement libre à l'égard du gouvernement. Et on croit à ce moment-là que c'est le gouvernement qui a souhaité cette interview. Bien, merci Alfred Grosser. En sport maintenant, à Monza pour les essais du Grand Prix d'Italie, Patrick Tambay a cassé sa voiture au cours d'un incident spectaculaire. Il a glissé pendant plus de 150 mètres sur le dos, mais il est indemne. James Hunt et Carlos Rothman seront en première ligne demain.
En athlétisme, la canoise Jackie Curtet a battu le record de France du saut en longueur féminin avec un bond de 6,57 m. En cyclisme, l'Italien Moser, le champion du monde, est véritablement un as puisqu'il a remporté le critérium du même nom cet après-midi à Châteaulin, dans le Finistère. En rugby, dans le match du Jubilé, match unique dans l'histoire de la balle ovale, les Lions britanniques ont battu les Barbarians 23-14 cet après-midi à Twickenham. La reine n'était pas là, mais le prince Charles s'est fait présenter les joueurs et parmi eux, il y avait 3 Français, Scrella, Bastia et Rive. La 3e ligne. Ce fut à la fois un match engagé physiquement et somptueux dans ses essais, comme ici par exemple sur une attaque des Lions, maillot rouge. Vous allez voir bientôt l'arrière écossais Irvine, étonnant, entreprendre un raid ravageur dans les rangs des Barbarians. Le voici Irvine, et il va trouver en bout de course le centre gallois Fenwick. Regardez bien, quelle précision. Merveilleux, Fenwick plonge et marque l'essai, transformé par Bennett, le capitaine des Lions, et la mi-temps arrive sur le score de 15-0 pour les Lions. La deuxième mi-temps verra un réveil superbe des Barbarians qui jouent maintenant à gauche. Sur une balle gagnée en touche par Bastia, Jean-Pierre Rive récupère, donne à Kent qui trouve une touche très près de la ligne de but des Lions. Balle aux Barbarians, Gareth Edwards ouvre sur ses 3 quarts, et regardez bien. Non, cet après-midi à Châteaulin, dans le Finistère. En rugby, dans le match du Jubilé, match unique dans l'histoire de la balle ovale, les Lions britanniques ont battu les Barbarians 23-14 cet après-midi à Twickenham. La reine n'était pas là, mais le prince Charles s'est fait présenter les joueurs et parmi eux, il y avait 3 Français, Scrella, Bastia et Rive. La 3e ligne. Ce fut à la fois un match engagé physiquement et somptueux dans ses essais, comme ici par exemple sur une attaque des Lions, maillot rouge. Vous allez voir bientôt l'arrière écossais Irvine, étonnant, entreprendre un raid ravageur dans les rangs des Barbarians. Le voici Irvine, et il va trouver en bout de course le centre gallois Fenwick. Regardez bien, quelle précision. Merveilleux, Fenwick plonge et marque l'essai, transformé par Bennett, le capitaine des Lions, et la mi-temps arrive sur le score de 15-0 pour les Lions. La deuxième mi-temps verra un réveil superbe des Barbarians qui jouent maintenant à gauche. Sur une balle gagnée en touche par Bastia, Jean-Pierre Rive récupère, donne à Kent qui trouve une touche très près de la ligne de but des Lions. Balle aux Barbarians, Gareth Edwards ouvre sur ses 3 quarts, et regardez bien l'arrière JPR Williams qui arrive comme une bombe et marque entre les poteaux. Gerald Davis transforme. Ce même Gerald Davis qui se renvoi des Lions s'infiltre comme une couleuvre dans le camp des Lions. Regardez. Il va trouver derrière lui Jean-Pierre Rive, formidable, qui donne un pilier, qui redonne à Rive, qui voit marquer l'Anglais, qui plonge et qui marque un essai vraiment de légende, que nous allons revoir au ralenti. Départ de Gerald Davis, le capitaine des Barbarians. Il feinte à gauche, à droite. Il trouve Rive, qui est là, bien placé. Encore lui. Et qui va marquer. 23-14 pour les Lions. C'est fini. Un rugby de roi pour une reine. Au revoir à tous. On se reverra bientôt. Merci Roger Coudert. Hélène Vida sonnera avec vous les 12 coups de minuit puisqu'elle vous présentera la dernière édition du journal d'Antenne 2 vers 23h55. Je vous retrouve demain avec plaisir et je vous souhaite une très belle soirée.